Je vais donc continuer sur les productions végétales. Alors, sur la tendance 2021, alors, avant de commencer sur la tendance 2021, il me semblait important de replacer le contexte au niveau des céréaliers. Alors là, c'est l'ensemble des céréaliers, aussi bien donc, que les seigles, les irrigants ou ceux qui sont plus spécialisés en maïs semences. Donc, à la fin de chaque exercice comptable, dans notre dossier de résultats, on a un score qui nous permet de voir comment est la santé financière des entreprises. Et donc c'est un certain nombre de critères et ça donne une note finale. Et on a donc 5 situations. Les entreprises qui sont en bonne santé, en vigilance, donc bonne santé et vigilance, on n'a pas de soucis majeurs. À partir d'alerte, ça veut dire que la situation financière se tend un petit peu. Et puis là où ça devient vraiment compliqué, c'est au niveau de l'urgence et en danger, ça veut dire là qu'on a l'entreprise a les capitaux propres négatifs, donc une situation particulièrement difficile. Donc si on se rappelle, 2020 a été une année particulièrement compliquée en grande culture, avec des problèmes d'assolement, puisqu'il y avait eu des problèmes d'implantation des céréales à paille. Une baisse de rendement importante et comparée à 2019, mais même par rapport aux moyennes. Donc, avec une baisse de l'EBE, et ça s'est retranscrit au niveau de l'EBE, on a eu un EBE moyen là, de 255 € à l'hectare, ce qui est quand même vraiment faible. Et donc, on a eu au niveau des entreprises, donc je vous ai mis en repère 2012, qui était une année excellente, 2019 où on avait vu un petit mieux, et 2020 où là ça s'est dégradé. Et donc on voit que les entreprises en bonne santé représentent plus qu'un tiers du groupe. Celles qui sont en vigilance, 20%. Donc si on cumule les deux, on était à 55%, la moitié du groupe pratiquement, et l'autre moitié du groupe, ou 45% de l'autre, est en situation beaucoup plus tendue, avec une progression surtout des entreprises en urgence et en alerte. Donc, je dirais que la trésorerie ne s'est pas dégradée entre 2019 et 2020 parce qu'on a eu des prélèvements privés très modérés et des annuités qui, elles, baissent chaque année. Ou du moins qui baissaient chaque année. Il faudra voir sur 2022 comment ça va évoluer, mais du moins sur ces dernières années, on était vraiment sur un désendettement, ce qui a permis, je dirais, à ce que les trésoreries résistent mieux que ce qu'on pouvait penser. Voilà pour l'entrée avant 2021, donc une situation quand même fragile, voire très tendue pour 45% du groupe. Si on regarde maintenant en termes, donc là je passe au niveau Tarn, comment ont évolué les surfaces. Donc ces données sont issues de la DRAF. Donc on revient à un assolement normal, puisque 2020, comme je vous avais dit tout à l'heure, était vraiment une année très atypique. On revient avec une surface en céréales à paille normale, avec une progression donc du blé de 22% et qui est à peu près similaire à 2019, voire un peu plus haut que 2019. Le maïs, donc les orges qui sont stables et le blé dur qui progresse de 13%, mais qui reste quand même en deçà de ce qu'on avait pu avoir en 2018 en termes de surface. Donc on est plutôt sur une stabilité en blé dur de 2019 à 2020. Et donc, par contre,
Donc plus de céréales à paille, mais moins forcément d'oléagineux, mais et donc en baisse du tournesol, baisse en soja et et en colza. Et le maïs qui reprend un petit peu de surface par rapport à 2020, mais qui reste quand même en deçà de 2019. Donc ça va avoir quand même des effets au niveau des coûts des intrants et autres sur 2021. Si on regarde maintenant en termes de rendement, donc là c'est pareil, c'est des rendements qui sont pris au niveau de la DRAF. Donc on a des rendements pour les céréales à paille, certes, qui sont légèrement mieux que l'année 2020. Alors c'est plus marqué pour le blé dur parce qu'il y avait eu une chute très forte sur le blé dur et sur l'orge, mais enfin on n'est pas sur des rendements exceptionnels, on est sur des rendements moyens. Par contre, sur le maïs, donc aussi bien sec qu'irrigué, on est sur une forte progression et plus marquée sur les maïs secs, puisque sur les maïs secs, on est sur des estimations à 85 quintaux, ce qui est rare dans notre département. Et au niveau des oléagineux, donc le tournesol, c'est lui qui a eu quand même une plus forte progression du rendement avec une moyenne à 25 quintaux à l'hectare. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ce rendement en tournesol. Malgré ça, je dirais que on a quand même toujours des écarts importants entre exploitations. On a des exploitations qui vont avoir fait un blé du 60 quintaux et d'autres qui seront en dessous de 50. Quoi. Donc l'écart est toujours conséquent entre exploitations, alors qui est lié au sol, qui est lié à un certain nombre de facteurs. Si on regarde maintenant sur le marché, donc au niveau du blé, on est sur une récolte mondiale qui est quand même en hausse par rapport à 2020, qui est quand même conséquente, plus 7,4% par rapport à 2020. Et si on regarde comment ça a évolué en fonction des différents... alors là, vous avez sur le graphe les évolutions des productions pour les 8 plus grands exportateurs. Donc, on voit une progression nette de l'UE, plus 14%. Et donc, au niveau de la France, on est à plus 21%, donc c'est quand même très important. Mais alors, c'est vrai que 2020 avait été une petite récolte au niveau français, donc ce qui explique ce rebond aussi fort. On voit toujours l'Ukraine à plus 7%. Et après, donc, une baisse donc au niveau marqué, au niveau par contre du Canada et de la Russie. Alors le Canada, c'est surtout pour le blé dur, et donc et la Russie, c'est quand même important en termes de diminution, puisque on est sur du moins 10%. Et au niveau donc des États-Unis également une baisse de la production. Si on regarde au niveau donc français, on l'a vu, une hausse, et avec une hausse également du rendement moyen, puisque par rapport à la moyenne, on est à plus 6%, et le rendement moyen est à 71 quintaux au niveau français. Nous, au niveau du Tarn, on n'est pas sur ces niveaux-là, et on est vraiment nettement en deçà, mais c'est pas nouveau, quoi. On n'est pas une terre à céréales comme on peut avoir dans le centre de la France ou dans le nord. Si on regarde en termes de consommation mondiale, on est sur une consommation animale en progression de 3,3% et une consommation humaine de plus 1,8% qui représente le volume le plus important. Le blé est plus consommé
pour la consommation humaine que pour les animaux. Donc, malgré une récolte mondiale, je dirais, en hausse, on a quand même une consommation qui est fortement importante. Et si on regarde une explication, alors au niveau des cours, donc ici, au niveau des cours, il y a sur le premier graphe, donc on est sur le prix du blé rendu Rouen, et donc avec les prix moyens où on voit on est sur un prix moyen à 179 € tonne, avec sur 2020 on était à 208, donc une progression par rapport au prix moyen qui était pas anodine. Et depuis la campagne, donc depuis juillet, surtout à partir du mois d'août, on a eu une progression du blé très nette, alors qui est liée, je dirais, à la reprise économique, du moins après la première phase du Covid, donc qui a entraîné une forte demande en énergie, mais aussi en produits agricoles. Une forte demande de certains pays, en particulier Arabie Saoudite, Turquie, Égypte, donc qui veulent se couvrir beaucoup plus par rapport à la demande pour leur population. Et également la Russie, donc qui envisage la mise en place de quotas à l'export, en plus des taxes à l'export qu'elle applique déjà, donc pour garder plus de blé sur leur territoire. Et puis on a aussi dans ces temps de perturbation, je dirais, les fonds d'investissement qui entrent en jeu avec donc qui se sont positionnés sur le marché des matières premières, sur un marché haussier. Et je vous ai mis les courbes sur le blé meunier Euronext, et on voit que là aussi, on est sur une progression nette. Donc tout ça fait que on a eu une augmentation importante du prix du blé. Alors là, ça se tasse un petit peu, mais on est vraiment sur des cours nettement plus élevés. Par contre, suivant la période où l'agriculteur aura commercialisé ou contractualisé sa récolte, on va avoir des écarts importants de prix, puisque ceux qui se sont positionnés avant récolte, parce que les prix étaient quand même attractifs, verront quand même leur prix plus bas que ceux qui ont développé une politique de stockage cette année. Si on regarde maintenant au niveau du maïs, on est là aussi sur une récolte en hausse par rapport à 2020, plus 7,7%. Alors, c'est vrai que le premier producteur de loin, c'est les USA. Après vient la Chine, mais les USA ont eu un impact fort, puisqu'en plus, en termes commerciaux, d'export, c'est réellement le premier pays exportateur. Donc, il y a eu des meilleurs rendements et plus de surface semée en maïs. Sur la Chine, on a eu également une bonne récolte. Et au niveau de l'Europe, on a eu une progression aussi de la récolte de plus 4,7%. Et donc là, les pays qui a eu une progression forte, il y a eu la Bulgarie, la France, la Pologne et la Roumanie. Et au niveau de la France, on est à plus 14% par rapport à la moyenne 2016-2020, ce qui est quand même important, avec un rendement moyen de 102 quintaux, 103 quintaux à l'hectare. Donc là, je peux dire que nous, au niveau du Tarn, du moins pour le maïs irrigué, on est complètement dans le rendement moyen français. Et par contre, on est là aussi sur une consommation animale en forte progression, plus que 5%, et également vers une production industrielle, vers l'éthanol, entre autres, de plus 3%. Donc, certes, on a une récolte en progression, mais une demande aussi nettement en progression. Ce qui fait qu'en termes de prix,
on est sur une hausse des cours. Alors là, c'est pareil. Si on regarde par rapport à la moyenne sur 2016 à 2020, on était sur un prix à 167 euros. L'an dernier, sur 2020, on était à 198 euros sur la campagne de commercialisation qui va de juillet à juin. Donc, avec un pic au mois de mars et puis progressivement une baisse un petit peu. Alors, c'est vrai qu'avant récolte, les prix ont été plus faibles à cause de l'annonce qui a été faite sur les bons rendements sur l'hémisphère nord, de la diminution de la production d'éthanol et une partie des céréales qui a été déclassée vers les productions animales parce qu'elles étaient de qualité modeste. Ce qui fait qu'en juillet, on partait sur un 200 euros. Alors, si on le regarde par rapport à d'autres années où ça a été moins élevé, on était malgré tout sur un prix pas négligeable, mais ça a eu vraiment un rebond important à partir du mois d'octobre. Alors là, maintenant, ça se tasse un petit peu, mais on est quand même sur des niveaux de prix élevés. Et donc, pourquoi cette hausse? Parce que il y a eu des inquiétudes, je dirais, par rapport à la sole en maïs pour l'année 2022 au vu du coût de la hausse des intrants. Après, on a toujours des achats chinois qui sont toujours soutenus malgré des prévisions d'importation à la baisse. Et puis, des exportations de certains pays, surtout vers la Corée du Sud, l'Iran et l'Égypte, donc qui sont plus soutenus. Et donc également des cours du blé fourragé, la hausse du cours du blé fourragé qui a incité donc les industriels à se reporter plus vers le maïs. Donc voilà, au niveau des oléagineux, donc là, au niveau des oléagineux, il faut regarder, je dirais, l'ensemble des productions en sachant que c'est du soja, le colza, le tournesol, le canola, donc au niveau du Canada en particulier et la palme. Donc, en sachant que c'est quand même le soja qui est le principal oléagineux produit au niveau mondial, et en particulier donc au Brésil et aux USA, et où là les rendements sont au rendez-vous. Et pour le tournesol, c'est au niveau européen où on est les principaux producteurs, où là aussi les rendements sont excellents, aussi bien en Ukraine, en Russie que dans l'Union européenne. Par contre, pour le soja, on est sur des situations beaucoup plus tendues. La récolte qui a été bonne autour de la mer Noire, par contre, nettement en baisse au niveau du Canada, puisque c'est leur plus petite récolte depuis 9 ans. Donc ça a eu des effets quand même sur le prix du colza. Sur le tournesol, on est sur une récolte record en France, puisqu'il est annoncé des rendements à 28,5 quintaux à l'hectare contre 22,6 en période 2016-2020. Alors je dois dire que moi j'ai été surprise de voir ces rendements moyens de tournesol parce que nous, depuis quelques années, on n'est pas sur ces niveaux-là. Et donc, au niveau consommation, on est aussi sur une consommation dynamique avec la Chine qui est le premier importateur et après l'Union européenne, nettement en retrait quand même, mais qui est le deuxième acheteur. Et là, on voit une demande forte des triturateurs, donc ce qui fait qu'on est sur une progression des cours quand même assez importante au niveau des oléagineux. Donc, pour en venir maintenant au niveau des prix qu'on a pris au niveau de nos hypothèses. Alors, comme toujours, on fait 3 niveaux d'hypothèses de prix. Un prix mini, un prix moyen et un prix maxi. En sachant que
les prix mini cette année correspondraient plus à des agriculteurs qui se seraient positionnés soit avant récolte, soit au tout début de la récolte. Le prix moyen qui prend en compte donc des gens qui auraient stocké une partie, et le prix maxi, là, une part nettement plus importante des gens qui auraient stocké, en sachant qu'on peut très bien, on aura forcément des personnes qui auront stocké une grande partie de leur récolte qui seront sur certains produits à des prix nettement plus hauts que ce qu'on a, nous, affiché. Mais la moyenne du groupe, on pense que la moyenne du groupe serait dans ces eaux-là. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, si on regarde sur les prix moyens, on est sur un prix du blé tendre à 200 €, un prix du blé améliorant à 220, blé dur 320, orge 185, maïs 220, sorgho 200, tournesol 480, soja 415 et colza 490. Voilà pour les prix moyens que nous avons pris dans nos hypothèses. Oui, juste, Cathy, je vois qu'il y a deux petites remarques sur le chat. Peut-être tu peux... Oui. Donc j'ai une question par rapport à parité euro-dollar favorable aux exportations et à la production européenne. Alors oui, c'est vrai, puisque l'euro est plus faible. Donc ça va avoir un effet favorable au niveau de notre positionnement. Par contre, si on regarde sur le blé en particulier, le blé venant d'Ukraine et de blé était plus attractif que nos blés. Donc oui, ça a un effet, mais par contre, ça a un effet contraire, je dirais, pour nos achats, puisque du coup, ils seront plus chers, surtout les engrais et les carburants et l'énergie. Après, j'ai une autre question qui est quelle est la qualité des céréales récoltées dans le Tarn? Alors, j'ai vu qu'il y a Monsieur Roche, il serait plus à même de répondre que moi, mais bon, c'est dommage vraiment qu'on ne puisse pas échanger, du moins par la parole. Alors, il y a de tout. Il y a des céréales avec des récoltes avec des qualités normales, je dirais, et d'autres qui avaient des taux plus faibles. Enfin, on peut pas... En blé, on ne peut pas dire que cette année, la qualité soit plus mauvaise. On a eu des années où ça a été plus compliqué que cette année. Du moins, c'est ma perception. L'autre question, c'était par rapport quelles sont vos sources pour les tendances de prix, indice INSEE, c'est l'indice IPAMPA, donc c'est l'INSEE on prend comme base. Alors dans les diaporamas, j'essaie tout le temps de reprendre les sources, je dirais. Alors peut-être que celle-là, ça m'a échappé, mais voilà pour les par rapport aux questions. Alors je ne sais pas si j'en ai. Après, au niveau, donc maintenant on en arrive aux projections que nous avons réalisées. Alors j'ai repris intentionnellement l'année 2012 parce que on a des similitudes, je dirais, avec l'année 2012 au niveau des prix. Et donc si on regarde depuis 2012, alors j'ai pas mis 2013, 2014, 2015, hein, mais depuis 8 ans, au niveau des céréaliers, on avait des EBE faibles, voire certaines années très faibles. Si on regarde sur les céréaliers secs,
suivi au niveau du CER France, on est resté de 2016 à 2020 sur des EBE inférieurs à 30 000, hormis 2019 où on augmentait un tout petit peu, où on était passé à 34 000, mais rien d'extraordinaire. Donc 2021, avec des rendements moyens en grande culture et bons en oléagineux et en maïs, plus des prix, comme vous avez vu, des prix dans les hypothèses, on serait donc sur une progression nette de l'EBE qui passerait de 27 000, qui était très bas en 2020, puisqu'on était sur un EBE de 254 € à l'hectare. Donc, ce qui fait que là, on serait sur 2021 avec un EBE moyen autour de 500 € et qui pourrait fluctuer de 450 à 620 en fonction du prix vendu, en sachant qu'on aura des écarts encore plus importants parce qu'il y a l'effet rendement qui joue en plus. Et comme on l'a vu tout à l'heure, suivant la période où on aura vendu, on est sur des prix vraiment très différents. Mais je dirais que c'est enfin une bonne année après les 8 difficiles. Si par contre on est sur une progression un petit peu des charges opérationnelles et des charges fixes, en particulier un peu de l'engrais et des carburants, en sachant que ça va être surtout sur 2022 qu'on va avoir ces hausses-là importantes. Donc, sur les céréaliers en sec, voilà sur les céréaliers irrigants. Donc là, c'est pareil. 2012, on était à un EBE de 90 000 €, avec un EBE à l'hectare de 677 €. Si on regarde, mais depuis, c'est exactement pareil que sur les céréaliers en sec, avec des EBE faibles, et en sachant que l'année 2020, on était sur les céréaliers irrigants avec un EBE à 254 € hectare, donc qui est nettement insuffisant pour couvrir les annuités et les prélèvements privés, du moins des prélèvements privés corrects. Et malgré le fait qu'on soit sur des niveaux d'annuité qui ont quand même nettement baissé, puisque en annuité par hectare, sur 2020, on était à 170 € à l'hectare sur des céréaliers irrigants. Et je pense que ce qui est important de se dire, c'est qu'il ne faut pas qu'elles augmentent trop, parce que certes, on a une embellie cette année, mais qu'est-ce que ça sera à l'avenir, on ne le sait pas. Surtout avec l'augmentation des intrants et autres, donc les coûts de production vont forcément augmenter. Donc, il est important que les annuités restent à des niveaux modérés. Donc, sur les céréaliers irrigants, on passerait donc entre 67 et 98 000 € de BE, avec un EBE moyen de 81 000. Donc, assez proche, je dirais, de 2012. Même si à l'hectare, on serait plus sur 600 € de moyenne que 670. Sur les céréaliers, donc avec du maïs semence. Donc, si on regarde sur 2020, on a eu une baisse quand même importante de l'EBE, malgré la hausse un petit peu de la surface en maïs semence, parce qu'entre 2019 et 2020, on avait eu une progression d'1,50 hectare à peu près en maïs semence. Et on n'est pas sur une surface très élevée quand même en maïs. On est sur 18 hectares de surface en moyenne en maïs semence, qui est légèrement plus haut que la moyenne de nos producteurs de maïs semence au niveau du Tarn, mais qui est
quand même assez approchante. Donc, par contre, sur 2020, on avait eu des gros soucis sur le maïs semence, de problèmes de fécondation et tout ça. Donc, on avait un produit hectare de 3 180 €, du moins du groupe. Alors, en sachant que là, ça comprend aussi bien du maïs semence en stérile qu'en fertile, ce produit brut hectare. Si on regarde donc sur 2021, donc dans l'hypothèse, j'ai pris une petite progression du maïs semence et une progression plus nette du produit brut maïs semence, puisque là, j'ai pris 3006, 3007, 3008, en sachant qu'on aura des producteurs qui vont dépasser ces niveaux-là, parce qu'au niveau du maïs semence, donc il y a le rendement objectif, donc on est sur des rendements objectifs qui s'annoncent supérieurs au rendement objectif attendu, ou tout au moins égaux, et avec une revalorisation du prix du maïs semence, du fait que le maïs conso a nettement progressé. Alors les augmentations de prix varient d'une firme semencière à l'autre, suivant leur modalité de calcul. Donc certains, c'est plus lissé que d'autres. Mais donc voilà les hypothèses prises. Donc on serait sur un EBE en nette progression, on passerait de 82 à 115 000 avec une moyenne à 95 000 € d'EBE. Donc assez proche de celle qu'on a eue en 2012, mais en sachant que à l'hectare, on serait un peu plus faible que 2012. Si on regarde maintenant en termes de revenus disponibles pour les trois groupes sur l'année 2021, donc avec des niveaux d'annuité, je dirais tout à fait raisonnables. Si on regarde 15 000 € en maïs sec, 21 000 en maïs irrigué et 21 500 en maïs semence. En maïs semence, on est sur un niveau d'annuité, pour ce groupe-là tout au moins, de 140 € à l'hectare, qui est réellement modeste. Donc on serait sur un revenu disponible de 47 000 € pour le premier groupe, presque 60 000 pour les irrigants, et pour le maïs semence, autour de 74 000 €. Si on les ramène à l'UTH, donc on aurait 39 000, presque 50 000 et 49 000 pour les maïs spécialisés en semences. Je dirais que c'est intéressant ces niveaux de résultats. Ce que je vous disais tout à l'heure est vrai. Il ne faut pas non plus s'enflammer. Il faut reconstituer les trésoreries. Donc c'est cette année, je dirais, le moment de faire de l'épargne de précaution. Et une partie de cette épargne, de toute façon, va être vite utilisée, puisque pour absorber le coût des avances aux cultures sur la campagne 2022. Mais j'insiste par rapport à ça. Il faut pas il serait préférable plutôt, je dirais, que les investissements n'explosent pas, ce qu'on a pu voir après 2012, parce que ça a des effets non négligeables. Alors certes, c'est vrai qu'en termes de prélèvements sociaux, aussi bien impôts que cotisations MSA, on va avoir un rebond important avec ce résultat-là. Mais il est important de l'anticiper pour tous ceux qui n'ont pas clôturé ou qui clôtureront sur le début du printemps, puisque quand même en grande culture, on a beaucoup de clôtures décalées. Ben, il faut se rapprocher, je dirais, de nous, et nous on vient vers vous pour voir comment anticiper un petit peu ce revenu-là et quel levier on a.
il y a différents leviers quand même qui peuvent être mis en place sans pour cela être le levier investissement qui, lui, n'aura d'effet, je dirais, que plus tard et on ne sait pas le contexte qu'on aura plus tard.